La bataille de Varna s'étant déroulée en 1444 est l'une des dernières grandes batailles pour le contrôle des Balkans par le sultanat ottoman. Elle s'est déroulée donc à Varna sur les rives de la mer Noire et a opposé le sultan ottoman Mourad II à une coalition on pourrait dire de croisés, venant des Balkans, d'Europe centrale, de l'Est et également des États pontificaux. Alors déjà, rappelons les événements. Ça fait donc depuis le XIVe siècle que les Ottomans sont en perpétuelle expansion dans les Balkans, où auparavant ces territoires contrôlés soit par l'Empire byzantin ou encore par divers princes balkaniques, se retrouvent envahis par ce nouveau sultanat. Les Byzantins sont tellement en difficulté que l'un des derniers basileus byzantins, Jean V Paléologue, est obligé de se faire vassal des Ottomans. Tout comme les Byzantins, les Bulgares se soumettent aux Ottomans en 1393. Également, en 1395, ce sont cette fois les Valaques qui se soumettent au sultanat. Enfin, il y a les Serbes qui, eux, par contre, opposent une plus âpre résistance au sultanat ottoman. Sans oublier également les Hongrois. De plus, en 1396, la croisade de Nicopolis, l'un des derniers espoirs de délivrance des Balkans pour tous ces princes, est vaincue, comme nous l'avions vu à l'avant-dernière vidéo. Les Européens, donc, commencent à peu se désintéresser de la question ottomane et laissent les royaumes balkaniques se débrouiller tout seuls. Cela donc accentue la puissance et la mainmise ottomane sur tous ces territoires, jusqu'à même cette fois menacer le royaume de Hongrie, qui jusque-là pouvait compter sur quelques royaumes tampons, les Valaques, les Serbes, etc., mais qui aujourd'hui subit plus directement les diverses incursions ottomanes. Et donc, disons que cette nouvelle sphère d'influence ottomane dans les Balkans s'étend au début du XVe siècle jusqu'au Danube. Mais bon, tout cela, c'était ce que l'on avait vu lors des batailles de Kassavopoli et de Nicopolis. La dernière que l'on a traitée, celle d'Ankara, laisse l'Empire ottoman tout de même dans une certaine instabilité. Donc, il y a d'abord eu une guerre de succession pour la succession de Bayezid, qui s'est finalement finie au bout de quelques années. Et à la mort du nouveau sultan, c'est son fils, Mourad II, qui reprend le trône du sultanat. Les Byzantins, de leur côté, voulant reprendre la main sur tout le jeu balkanique, ils vont tenter de soutenir Mustapha, l'oncle de Mourad II, dans une énième guerre de succession pour le trône du sultanat. Mourad II se débarrasse assez facilement de son oncle, et pour se venger, assiège même Constantinople en 1422, mais sans succès. Puis ensuite, il se tourne vers la ville de Thessalonique, qui a été cédée par les Byzantins aux Vénitiens en 1423. Et au final, au bout d'un long siège, il parvient en 1430 à prendre la ville, qui est très importante pour le commerce en mer Égée. La poussée ottomane continue après cela. Ils annexent l'Épire, la Thessalie et l'Albanie. De plus, de l'autre côté du Danube, il y a un autre événement qui se passe. La guerre de succession de Hongrie de 1439 à 1442, qui va mener au pouvoir un certain Ladislas II, le roi de Pologne,
face aux prétentions du Margravia, il me semble, d'Autriche. Et en échange donc du trône, Ladislas fait la promesse de participer à une nouvelle croisade contre les Ottomans. Mais bon, toute cette période d'instabilité dans les Balkans n'empêche toujours pas les Ottomans d'arrêter leur expansion. Mourad II tente, en 1440, un premier siège de Belgrade, mais il échoue. De plus, le Bellica Karamanide, un des premiers rivaux des Ottomans en Anatolie, se révolte contre l'influence et le pouvoir ottoman, forçant donc ces derniers à détourner leur regard des Balkans, certes pour une courte durée. Également, à la fin de la guerre civile hongroise en 1442, le roi Ladislas II peut donc profiter de cette période où les Ottomans détournent un peu leur regard des Balkans pour organiser cette fameuse croisade promise au pape Eugène IV. C'est donc ainsi que le 1er janvier 1443, l'engrenage de la guerre va commencer à s'enclencher. Après donc des années d'expansion ottomane et l'union récente des églises orthodoxes et latines, même si tout de même assez relative, le pape Eugène IV publie une bulle pontificale appelant à la croisade. Mais bon, ce n'est pas pour autant que les Hongrois vont attendre bien sagement dans leur coin le rassemblement de cette nouvelle croisade. C'est donc ainsi qu'en 1442, les Hongrois avaient déjà arrêté une première incursion ottomane de 70 000 hommes. Et de plus, avec la révolte karamanide, ils pensaient la croisade et l'organisation de celle-ci assez proches. Et donc, ils avaient déjà préparé des prémices d'expédition dès 1443. Mais les Ottomans furent plus rapides que prévu à mater les Karamanides. Et donc, le commencement de la croisade est un peu décalé. Mais encore un autre facteur va jouer en faveur des princes balkaniques. À la mi-octobre, en raison des récoltes, les timariotes ottomans, c'est-à-dire les hommes pouvant être mobilisés, sont obligés de rester au champ. Ainsi, l'armée ottomane ne peut pas être facilement mobilisable. Ainsi, les Hongrois peuvent franchir le Danube sans problème et ils s'emparent de Nice, tout d'abord. Alors pas en France, Nice en Serbie, accompagné d'alliés balkaniques. Le gouverneur de Roumélie, lui, s'enfuit vers Sofia, la capitale actuelle de la Bulgarie, afin de prévenir son sultan, Mourad II, de l'invasion hongroise. Grâce à la politique de la terre brûlée qui affaiblit les croisés et le repli des Ottomans vers des positions plus avantageuses, plus au sud de Sofia, ils arrivent à vaincre cette première force, cette première expédition à Zlatitsa. Malgré tout, les croisés se reprennent vite en main et battent les Ottomans à Kunovia au début de janvier 1444. Les croisés, heureux de cette victoire, partent fêter celle-ci à Bouda, en Hongrie, ce qui laisse le temps à Mourad de refaire ses forces et de se réorganiser. En avril, des pourparlers de paix sont entamés entre les Serbes et les Ottomans, mais sans l'aval des Hongrois qui promettent de réitérer l'opération à l'été. Malgré tout, à cause d'une énième révolte karamanide, décidément les Ottomans n'ont pas énormément de chance, Mourad II accepte des termes très défavorables pour son sultanat. Mais les Hongrois ont d'autres projets que de respecter ce traité.
Après avoir encore une fois maté très rapidement la révolte karamanide, Mourad II, eh bien, accepte et respecte toujours les termes du traité d'Edirne, signé quelques mois plus tôt, et se retire en abdiquant en faveur de son fils Mehmed II. Ce personnage est très important, qui n'a donc alors que 12 ans. Les Hongrois, qui sont donc très heureux de voir débarquer sur le trône ottoman un gamin prépubère d'à peine 12 piges, eh bien, en profitent pour relancer une offensive le 20 septembre 1444, malgré le traité d'Edirne. Les croisés reprennent le même chemin qu'à l'année précédente et s'enfoncent avec le soutien d'une flotte vénitienne jusqu'en Thrace. Mourad II, donc déjà avait été grandement sollicité par ses anciens conseillers pour revenir, étant donné que son fils, à peine 12 ans, préparait déjà le siège de Constantinople, et en plus apprenant eh bien, tout simplement l'offensive hongroise dans les Balkans, eh bien, tout simplement, il est obligé de reprendre la main. Il revient aux affaires et utilise donc la méfiance entre les croisés, donc comme je l'ai dit, des Polonais, des Balkaniques, des Hongrois, des Européens d'Europe centrale, quelques pontificaux, des Italiens, pour livrer une bataille et sauver les territoires occidentaux de son empire. Tout d'abord, il signe un accord avec les Génois qui, en plus de transporter son armée à travers le Bosphore, perturbe la flotte vénitienne qui ne peut transporter les croisés jusqu'à Constantinople, qui était le plan à la base. Ouais, parce que l'entraide chrétienne, tout ça, quand il y a du pognon en face, ça ne vaut plus rien. Et les croisés sont donc bloqués dans le port qui devait à la base les emmener à Constantinople, celui de Varna. Alors que l'armée ottomane, grâce à l'aide très utile des Génois, a traversé le Bosphore et arrive à grands pas vers Varna. Alors, même si l'armée ottomane est assez grande, cette coalition de croisés peut tout de même compter sur une force assez conséquente, de princes des Balkans, de Russes, d'Allemands, etc., etc. Ils sont environ de 16 000 à 30 000 soldats. De plus, plutôt aguerris, et étant donné que la majorité avait participé à la campagne de l'année précédente. Les forces de Mourad, eux, sont évaluées de 37 000 à 60 000 ottomans, ce qui est tout de même une force assez respectable. Mais bon, on imagine tout de même assez facilement qu'une armée aussi grande que cette armée que rassemble Mourad II, eh bien, se fait très facilement repérer. Et les croisés apprennent assez vite l'arrivée des forces ottomanes, et la trahison des Génois également. Et ils décident donc d'attendre des renforts qui devraient venir de Valachie et de Moldavie, également quelques Hongrois, sur une position défensive. Même si certains, esprits chevaleresques en tête, veulent attaquer frontalement les Ottomans. Le 10 novembre 1444, la bataille de Varna commence. La position des croisés est assez avantageuse. À gauche, ils sont protégés par le lac Varna et ont positionné leurs meilleurs éléments, la cavalerie polonaise. À droite, il y a tous les chevaliers et piétons hongrois qui sont protégés par la mer Noire. À l'arrière, on retrouve des Valaques, avec à leur tête Hunyadi et le roi Ladislas, qui sont protégés sur leurs arrières par les trains et bagages de la logistique. Au centre, on retrouve ensuite tous les éléments divers de l'armée, des Serbes, des Allemands, des Russes, etc., etc. Du côté ottoman,
Mourad, lui, s'installe au centre de son dispositif, avec ses janissaires, derrière un fossé de pieux, et sa cavalerie est répartie équitablement sur sa gauche et sa droite. Et ses bagages, tout comme l'armée d'en face, restent derrière. Et c'est ainsi que la bataille peut commencer. Tout d'abord, Mourad ordonne à 15 000 cavaliers d'Asie de charger les troupes croisées. Hunyadi, avec ses valaques, contrecharge et arrive à repousser les cavaliers et pénètre jusqu'à la tente du sultan, qui veut donc forcément prendre la fuite. Des combats féroces s'engagent alors entre les valaques et les Ottomans. Les uns tentant de capturer le sultan, les autres de le protéger. Vers le début de l'après-midi, le reste de l'offensive croisée commence. Les Hongrois et les Polonais, dans une action conjointe, anéantissent les ailes ottomanes. La victoire est proche. De plus, les Valaques, toujours dans leur percée impressionnante, arrivent à atteindre les bagages de l'armée ottomane, pendant que les autres forces continuent leur massacre sur les ailes. Mais c'est alors que le roi Ladislas entame une action totalement idiote. Il fonce, tête baissée, vers le restant des forces de Mourad, avec sa garde personnelle de 500 cavaliers. Mourad, défendu par 5000 janissaires et protégé par des pieux et par ses archers, massacre la garde du roi. Ladislas continue malgré tout, avant que son cheval ne se fasse tuer par un javelot. Et le roi est alors capturé par l'un des janissaires de Mourad et se fait décapiter. Très vite, on met sa tête sur une pique et on fait voir à toute l'armée le destin funeste de leur roi. Lorsque la nouvelle se répand, l'effroi laisse vite place à la peur et les croisés s'enfuient, absolument tous. Tout ce qui a été gagné en une matinée et une journée de combat difficile est perdu en un instant. Seuls les Hongrois restent et sont quasiment tous faits prisonniers le lendemain par l'armée de Mourad. Et c'est donc ainsi que Mourad et les Ottomans remportent in extremis cette nouvelle victoire. Les pertes sont extrêmement lourdes. 11 000 à 21 000 morts du côté des croisés et 4 000 du côté ottoman. La majorité de ces morts pour les croisés a été faite durant la fuite de ces derniers. Le reste des croisés arrivent à s'enfuir, mais sont harcelés par les musulmans dans leur fuite, qui cause autant de morts que la bataille en elle-même. Mais les Ottomans n'arrivent pas réellement à profiter de leur victoire éclatante, qui est plus dissuasive qu'autre chose. En 1448, 4 ans après cette douloureuse défaite, une autre incursion est bien tentée, mais elle est défaite par les Ottomans lors de la deuxième bataille du Kosovo. Cela sonne le glas de l'aide à l'Empire byzantin et également de la résistance de tous les princes balkaniques face aux Ottomans, ne restant malheureusement plus que les Hongrois. Et donc, les Ottomans vont pouvoir profiter de ce nouveau succès pour s'emparer de tous les Balkans et surtout de Constantinople. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la bataille de Varna. C'est également la fin de cette première série de vidéos sur l'épopée ottomane. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine pour le début de la nouvelle série sur l'âge d'or ottoman, où nous traiterons d'abord du siège de Constantinople. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.